Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? Parce que hier, on a eu des informations venant des médias iraniens. Ensuite, on a entendu parler en Iran de ce plan en 14 points. Et puis, il y a eu le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, qui a dit non, que ce n'était pas le cas, que ça ne reflétait pas la réalité de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Un tweet que Donald Trump a d'ailleurs retweeté, confirmant ce qu'Araghchi avait dit. Et ce qu'on sait pour l'instant concernant le détroit d'Ormuz, c'est que la nuit dernière, il y a eu des tirs. Le CENTCOM a rapporté avoir abattu 2 ou 3 drones iraniens. Il semble que le détroit reste ouvert comme d'habitude depuis le premier jour et qu'ils font tout leur possible pour maintenir la situation. Je pense qu'il vaut mieux commencer par le détroit d'Ormuz, parce que le CENTCOM a dit hier soir que le détroit était ouvert. La veille, ils avaient dit la même chose. Quelle est donc la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, c'est sûrement ouvert pour les poissons. Mais pour les navires, je n'en suis pas si sûr. En fait, quand Trump a dit, il y a quelques jours, qu'ils avaient un projet secret pour aider des navires à sortir du détroit d'Ormuz, c'était n'importe quoi. Ils n'ont pas réussi à faire passer un seul navire pendant toute cette période. Et s'ils avaient pu le faire, s'ils étaient vraiment sérieux, si c'était vrai, il leur suffirait simplement de donner les noms des navires. Parce que dans le golfe Persique, tous les navires sont connus. Ils ont des noms, des capitaines, des équipages, des cargaisons. Ils partent d'un port précis et vont vers un autre. On sait exactement quel navire est où et vers où il se dirige. Alors si les Américains ont aidé 2 navires, 3, 10, 100 ou même 200, eh bien ils ont tous des noms. Ils pourraient dire, eh bien oui, tel ou tel navire, qu'on a aidé à passer par le détroit d'Ormuz, est maintenant en route vers tel port, dans tel pays. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que c'est faux. Et hier soir, apparemment, ils ont encore essayé d'encourager au moins un navire à traverser. Et les Iraniens l'ont de nouveau bloqué. Et d'ailleurs, à chaque fois que les Américains abattent un drone bon marché, ils dépensent peut-être 30 ou 40 fois plus d'argent que les Iraniens n'en dépensent pour tirer ces missiles. Donc rien n'a changé. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les déclarations faites hier soir à la télévision par le ministre des Affaires étrangères sont plutôt exactes. Je veux dire, elles sont exactes. On m'a dit qu'il faisait référence dans son tweet au rapport de l'agence Mehr News. Il parlait de façon générale. Ce n'était pas forcément pour dire que Mehr News ou qui que ce soit d'autre avait tort. Mais si on regarde les propos qu'il a tenus lui-même à la télévision, même s'il a dit, comme on en parlait avant l'émission, qu'il ne donnerait pas de détails, eh bien, il en a donné quand même. Et ces détails, comme vous avez pu le voir, étaient assez proches de ce que Mehr News avait publié. Donc, globalement, je dirais qu'il y a 2 ou 3 semaines, on était assez près d'un accord. On en a déjà parlé. On a évoqué ce que les Iraniens obtiendraient, ce que les Américains voulaient, tout ça. Vos téléspectateurs ne sont peut-être pas aussi familiers avec le sujet que moi, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ensuite, les Américains ont ajouté de nouvelles exigences. Et les Iraniens ont dit, on ne touche pas à ça. Et puis les Américains ont commencé à faire pression sur l'Iran. Netanyahou a menacé de bombarder Dahiya, puis il a bombardé Dahiya. On sait tout ce qui s'est passé ensuite. Et l'Iran a frappé Israël très durement. Le régime israélien a riposté. Et j'ai entendu quelqu'un dire, je crois que c'était sur une autre émission, l'animateur m'a dit, je ne me souviens plus qui exactement, mais il m'a dit que les Israéliens avaient frappé l'Iran très fort. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont pas frappé fort du tout. Mais en tout cas, le fait qu'ils se soient abstenus de bombarder à nouveau Dahiya, à mon avis,
montre bien qui avait l'avantage dans l'échange entre l'Iran et Israël. Mais ensuite, les Américains ont aussi commencé à attaquer l'Iran la nuit, à plusieurs reprises, on s'en souvient tous. Et les Iraniens répliquaient à chaque fois, très violemment. Donc ensuite, je crois que c'était mercredi. Je suis vraiment nul pour ce genre de choses. J'oublie toujours ces détails. Mais mercredi, je suis presque sûr que la délégation qatari est venue en Iran et qu'elle a informé les Iraniens que ces exigences supplémentaires étaient retirées. Donc, en gros, on est revenu à la situation d'il y a 2 ou 3 semaines. En d'autres termes, les Américains ont essayé d'imposer quelque chose de nouveau. Les Iraniens ont dit non. Les Américains ont alors fait pression à travers le régime sioniste, avec des attaques dans le détroit d'Ormuz, sur les îles et même sur le territoire iranien. Et ils n'ont obtenu aucun résultat. Mais après que les États-Unis ont retiré ces demandes, c'est là que Trump a dit qu'il allait frapper l'Iran et se retirer. Il avait l'air, disons, ivre, et il racontait vraiment n'importe quoi. Et cette nuit-là, c'était la dernière attaque. Et l'Iran a aussi riposté très durement. Et pour la première fois, ils ont frappé Oman. Pour la première fois depuis la guerre, depuis les 39 jours de guerre. C'est toujours la même guerre, mais bref, les Iraniens ont répliqué avec force. Mais il semble assez clair ce qui s'est passé. Trump a retiré ses exigences, mais il ne voulait pas paraître faible. Alors il est arrivé en disant « Je vais détruire l'Iran », pour pouvoir ensuite, après l'attaque, dire que quel que soit l'accord qui en sortira, il l'aura obtenu en position de force, et qu'eux étaient faibles. Les Iraniens étaient faibles. Évidemment, ça n'a pas marché. La réponse iranienne a été très dure. Mais en tout cas, le contenu de l'accord est assez clair. Je veux dire, si quelqu'un veut suivre l'actualité en Iran, les agences de presse Fars et Tasnim couvrent plutôt bien ce genre de sujet. Ces 2 agences, Tasnim et Fars, ont aussi des versions en anglais, mais moi je les suis en persan. Je consulte d'autres médias aussi, mais pour ce type de questions, ces 2-là sont assez clairs. Donc, on en est là aujourd'hui. On ne sait pas encore s'il y aura un accord, mais je dirais que pour la première fois, à mon avis, les chances sont supérieures à 50%. Jusqu'à présent, je n'aurais jamais pensé ça. Peut-être qu'il y a eu des moments où j'étais plus optimiste sur la possibilité d'un accord, mais je crois que je n'ai jamais estimé les chances aussi élevées. Cela dit, certaines choses que Trump a dites, évidemment, ne sont pas vraies. D'abord, certains disent que tout est terminé. Non, il reste encore des points à régler. Et pour être honnête, je n'ai pas vu l'interview du docteur Adolphe. Toi, je crois que tu l'as vu, mais pas moi. J'étais en direct sur Al-Mayadeen et je n'avais que mon téléphone devant moi. Donc pendant que j'étais à l'antenne, je regardais en même temps son interview qui durait presque 1 heure. L'émission faisait 1 heure, donc tout le temps que j'étais à la télé, je n'ai vu que le résumé. Mais il n'y aura pas de cérémonie de signature. Tout se fera par signature électronique. Les 2 parties ne se réuniront pas, et je pense que c'est la bonne décision. Je ne vois aucune raison d'être dans la même pièce que ces gens. Ce qu'il a dit hier soir, c'est que, concernant les attaques américaines contre l'Iran, il a expliqué que l'administration Trump avait essayé d'imposer un enrichissement zéro aux Iraniens. L'Iran a répondu non, que ça n'arriverait pas. Et ensuite, ils ont attaqué l'Iran. C'est bien ça. Quelqu'un m'a dit que sur une chaîne Telegram en anglais, le docteur Adolphe Shi en parlait comme si c'était de notre faute. Alors, je ne l'ai pas regardé moi-même, mais j'ai appelé un ami qui l'a vu, ainsi qu'un membre de ma famille, et tous les 2 m'ont dit que non, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire.
Selon eux, ils disaient simplement que c'est le droit souverain de l'Iran. Et bombarder un pays parce qu'il refuse d'abandonner son droit souverain, il n'y a aucune raison de lui en faire porter la responsabilité. Donc non, peu importe quelle chaîne Telegram a dit ça, c'est faux. Ce qu'il a dit en gros, c'est que les États-Unis ont commis un acte d'agression parce que nous refusions d'abandonner notre souveraineté. Et bien sûr, c'était la bonne chose à faire. La République islamique d'Iran est le pays le plus farouchement indépendant de la planète, avec un peuple d'une résilience exceptionnelle. Je pense qu'à présent, tout le monde le sait. Et comme pour le Hezbollah, les gens devraient chercher à mieux comprendre la résistance et pourquoi elle est à la fois si tenace et si déterminée. Pourquoi est-ce qu'à part le Hezbollah, Ansarullah, l'Iran et quelques autres, on ne voit rien? On ne voit aucun mouvement dans notre région. Oui, je pense que les points les plus importants qu'il a évoqués, l'un d'eux, c'était le Liban. Et on sait que le Liban et les actes de résistance faisaient, depuis le premier jour, partie du premier point du plan en 10 points ou du plan en 14 points. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et tu as mentionné comment l'Iran, tu sais, avait lancé une sorte d'ultimatum à Israël pour qu'il n'attaque pas la Daïa, et au final, ça a fonctionné. Juste pour rappeler ce qui s'est passé entre l'Iran et le Liban. Je pense que ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël est vraiment important, parce qu'Israël a attaqué la Daïa. Ensuite, l'Iran a répondu à Israël dans le nord du pays. Puis il y a eu une attaque israélienne contre l'Iran et une riposte iranienne du nord au sud d'Israël. C'est ça. Il n'y a pas eu de riposte après l'attaque iranienne. 2 attaques contre Israël, une attaque contre l'Iran, du côté israélien. C'était la réalité. Si on part du principe, je pense que la deuxième attaque de l'Iran, dont on a vu quelques images venues d'Israël, a touché des cibles importantes en Israël. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas aller plus loin. Ensuite, on voit les États-Unis intervenir. D'après ce qu'on a vu et entendu hier soir du ministre iranien des Affaires étrangères, il a expliqué que c'était parce que l'administration Trump voulait imposer à l'Iran cette idée d'un enrichissement zéro. Je pense que ça pourrait être une part de vérité. Je ne sais pas si cette histoire d'hélicoptère Apache a un lien avec l'attaque américaine contre l'Iran, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que la deuxième attaque iranienne contre Israël a été si violente que les États-Unis ont décidé de réagir, parce qu'Israël n'était pas en mesure de répondre à l'Iran. Ce qui en ressort, c'est que s'il y a une guerre en face à face entre l'Iran et le régime israélien, elle ne durera pas 12 jours comme la dernière fois. Les Israéliens seront à genoux très vite, et ils le savent. Les Iraniens le savent aussi. Mais les Américains, eux, ne sont pas en position de se battre. On l'a vu ces dernières nuits. À chaque fois qu'un conflit éclatait, l'Iran réagissait avec une grande fermeté. Et les Américains manquent de temps. Ils manquent vraiment de temps. La crise est sur le point d'éclater. On est tout prêt. Et les gens, enfin, ceux qui sont pessimistes, disent que ce sera en juin. Ceux qui sont plus optimistes parlent de la fin juillet. Et même s'il y a un accord, il y aura quand même une crise, et elle marquera le monde pendant très, très longtemps. Donc, Trump a besoin d'un accord, et son armée n'est pas aussi performante qu'il voudrait nous le faire croire. L'Iran l'a bien démontré. Si l'Iran a abattu l'hélicoptère, cela montre encore une fois une faiblesse du côté des États-Unis. Mais ce qu'on sait, c'est que les Iraniens n'ont jamais revendiqué la destruction de cet hélicoptère, alors qu'ils le font toujours quand ils frappent un avion, un drone ou une cible américaine, où que ce soit. Donc, peut-être que c'était une panne mécanique, ou peut-être qu'il a été percuté par un drone, parce qu'il y a des drones iraniens qui surveillent le détroit d'Ormuz. C'est quand même des eaux territoriales iraniennes. Cet hélicoptère a donc pu avoir un accident avec un drone.
On n'en sait rien. Mais au final, Trump s'en est servi comme prétexte pour afficher sa force après son recul à la table des négociations. Sauf que ça n'a pas marché non plus. La réponse iranienne a été très dure. Et d'après ce que j'ai compris, des actifs importants des États-Unis ont été détruits. Le cas du Liban, professeur Marandi, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Parce que hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'au fond, Israël devait se retirer totalement du Liban. C'est l'objectif final. Et je ne sais pas jusqu'où ils pourront aller dans cette direction, pendant les négociations, ou après les négociations. La dernière fois, on a vu Israël attaquer Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Ils attaquent, ils détruisent, mais pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, l'offensive n'est pas arrivée jusqu'à Beyrouth. Ils bombardent des habitations. Ils bombardent des villes parce que sur le champ de bataille, ça ne se passe pas bien pour eux. Ils n'y arrivent pas, et à cause de ça, ils se vengent sur la population. On en a déjà parlé. Alors, quand vous mentionnez Nabatiyeh, c'est une ville. J'y suis allé plusieurs fois. C'est une très belle ville, avec une population importante pour un pays comme le Liban. Et ce qu'ils font, c'est bombarder la ville, semer la mort et la destruction, par colère, par haine, par rage, parce qu'ils sont en train de perdre. Bien sûr, même s'ils gagnaient, ils le feraient quand même, parce que ce sont des monstres sans pitié. Mais là, c'est vraiment la colère et la rage qui les animent. Quant aux Iraniens, ils ont été très clairs. Il n'y aura aucun accord si le régime ne se retire pas, s'il ne revient pas à la situation d'il y a 3 mois. Pendant cette période, au bout du compte, il faut qu'ils quittent complètement le Liban. Mais il faut aussi revenir à la situation d'avant le début de cette guerre. Et je crois qu'il y a 5 points qu'ils occupent actuellement. Ils doivent s'en retirer totalement et ils n'auront plus le droit de bombarder le Liban. S'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne libèrent pas les avoirs iraniens, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas le blocus, il n'y aura pas d'accord. Et si les Américains ne lèvent pas les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne, il n'y aura pas d'accord non plus. Alors, quel levier a l'Iran? Il a ses missiles, il a ses drones, il a sa capacité militaire qu'on a vue à l'œuvre ces dernières semaines. Et il a bien sûr le contrôle du détroit d'Ormuz. Et les Américains sont dans une situation très difficile. Le détroit d'Ormuz a été mentionné hier soir. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit qu'il n'allait pas le faire, parce qu'un système de péage serait contraire au droit international. Alors ils ont trouvé autre chose. Ils parlent d'une redevance à facturer, je ne sais pas, une taxe environnementale ou une taxe administrative, peu importe. Ils vont prendre de l'argent. C'est ça le principe. On peut appeler ça un péage. On peut appeler ça une taxe. Oui, parce que, bon, comme un péage n'est pas acceptable selon le droit international, ils appelleront ça une taxe. C'est comme ça que ça marche. Mais en plus, ils auront le contrôle. Autrement dit, les navires israéliens ne passeront pas. Les navires de guerre américains non plus. Les Iraniens empêcheront ce genre de choses. Donc tout sera contrôlé pour s'assurer que l'ennemi ne remilitarise pas le Golfe Persique et pour rendre très coûteux le fait d'y acheminer quoi que ce soit vers ses bases. Parce que, comme ils ne pourront plus utiliser leurs navires, tout devra être transporté par avion. Et ça rend les coûts beaucoup plus élevés et beaucoup plus difficiles à supporter. Ce sera bien plus compliqué à maintenir. Donc ils auront le contrôle et ils obtiendront leur réparation sous forme de taxes environnementales, de taxes d'assurance, de taxes de sécurité ou d'un mélange de tout ça. Oui, le monde a changé.